Je me présente tout d'abord, hein, je suis Nicolas Guéguin, je suis professeur de psychologie sociale à l'Université de Bretagne Sud et mes thématiques de recherche portent autour des facteurs de l'influence du comportement humain. Les plans, enfin ce qu'on va voir aujourd'hui, n'est l'illustration que d'une chose que j'étudie, mais de manière générale, j'essaie de voir les facteurs qu'on appelle contextuels, c'est-à-dire en dehors de l'individu qui peuvent influencer son comportement et également ses émotions, ses humeurs. Voilà. Donc, alors, le thème d'aujourd'hui, c'est de faire une petite synthèse brève des travaux de la psychologie sur l'influence des plantes et de la nature, puisque je parlerai également de travaux où on montre que la simple exposition à des plantes peut avoir un effet. Donc, on imagine une immersion dans la forêt, quelles conséquences elle pourrait avoir si on a déjà un effet sur les plantes. Donc, alors, pour la petite histoire, il faut savoir que l'interaction de l'homme avec la nature est un objet d'étude très récent. Il y a encore 20 ans, on trouvait très peu de publications. La croissance de ce type de publications a été exponentielle dans les 20 dernières années. Alors, il y avait deux modèles d'analyse qui étaient étudiés, l'effet de la nature sur l'homme. Par exemple, l'exemple, c'est la balade en forêt, en montagne, voilà, ou alors la simple exposition à des éléments naturels et les éléments dans l'environnement de l'homme, par exemple, les incidences de plantes au travail, par exemple, sur un poste de travail. Alors, ce sont également, ce que je vais présenter, c'est de recherche essentiellement anglo-saxonne, hein, et puis la plupart des grandes revues du domaine sont en langue anglaise, hein, Eco-Psychology ou Environment and Behavior. Voilà, on ne trouve rien en France sur ce thème. Alors, pourquoi? Parce que dans ma discipline, en tout cas, il y a une espèce de pragmatisme anglo-saxon, hein, où on est beaucoup sur la recherche d'application et surtout, il n'y a pas de sujet tabou. Et c'est un paradoxe, c'est presque un sujet tabou en France. Pour la petite histoire, c'est peut-être jugé peu sérieux. La France aussi a un problème de cloisonnement des disciplines et des formations. Voilà, moi, je travaille beaucoup avec des médecins. Le décloisonnement s'est fait, mais paradoxalement, j'ai du mal à travailler avec les sociologues, vous voyez. Et peut-être aussi c'est lié à la faible reconnaissance des sciences humaines. Pour une petite anecdote, j'ai fait soutenir une thèse en 2017 avec, je pourrais vous l'envoyer d'ailleurs, de Jordi Stéphan, qui est essentiellement sur l'effet des plantes à l'hôpital. Et j'ai eu du mal à trouver un jury. Ça a été, heureusement, c'était plutôt des copains, des gens plus ouverts que j'ai pu faire venir, mais les traditionnalistes de ma discipline, ça n'avait pas l'air de leur plaire. Ouais, c'est jugé peut-être, voilà, il y a un stéréotype sur ça. Alors, donc, je vais faire une petite synthèse des travaux qui ont été faits dans ce domaine. Hein. Alors, voilà, ma première DAPO, je l'ai appelée En avant-marche, hein, pour débuter. Une petite étude qui a été faite aux États-Unis, toute simple, où on se demande, tu vois, l'expérience de la marche à pied, qu'on valorise, hein, est-ce qu'elle peut avoir des effets différents si on l'effectue en forêt ou en zone urbaine? Donc, une étude a été faite avec des groupes de jeunes, hein, donc une marche de simplement un quart d'heure. Et puis ensuite, donc à la fois dans la forêt et dans la zone urbaine, ils sont assis sur une chaise et puis on fait un certain nombre de mesures physiologiques, le rythme cardiaque, la pression artérielle, le cortisol qui est l'hormone du stress. Et puis, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, augmentation de la pression systolique et du rythme cardiaque en zone urbaine, et puis diminution de cette activité en zone forêt. Simplement, pourtant, dans les deux cas, c'est 15 minutes de marche, et le contexte dans lequel ces 15 minutes ont été effectuées n'est absolument pas le même. D'accord. Et puis, une baisse du cortisol salivaire, hein, en forêt. D'accord. Donc, vous voyez, une simple activité de faible durée a déjà un effet. Alors, je vais peut-être mal le prononcer, mais hein, les Japonais appellent ça le Shinrin-yoku, la balade en forêt. Donc, alors une étude un peu plus longue cette fois-ci, des groupes d'hommes et de femmes s'immergent pendant 2 jours en forêt pour une balade. Ils dorment donc dans la forêt, ils passent une nuit dans la forêt. Et puis, on mesure avant qu'ils commencent cette activité, et puis après, un certain nombre de mesures, notamment sur leurs cellules participant à leur immunité, et puis aux défenses immunitaires. Et au bout de 2 jours, voilà, la courbe, hein, parce qu'on mesurait régulièrement, donc avant, on était à ce niveau-là, on voit qu'il y a une amélioration dès le premier jour d'immersion, qui persiste le second jour, et surtout, là,
la période d'immersion dans la forêt, ils sont revenus à leur activité normale, ces gens-là étaient tous des urbains, ils reviennent en ville et 7 jours après, on a toujours un niveau élevé, 30 jours après, on a un niveau plus élevé que le niveau de base. Donc vous voyez, là encore, une faible immersion, 2 jours, bien plus qu'un quart d'heure, tout à fait, hein, mais une faible immersion et on obtient un effet à 30 jours. Hein. Alors l'étude n'a pas été plus loin, mais voilà, on peut imaginer que sur 2 mois, on réatteint les niveaux qu'on avait autrefois. Donc vous imaginez si entre ces périodes, on réactive une période d'immersion ou des marches quotidiennes ou régulières dans la forêt, eh bien on aura peut-être ces niveaux élevés en permanence. Alors, cet effet a été confirmé dans très nombreuses études, hein, notamment par les Japonais. Donc, plein d'autres éléments immunitaires ont été mis en évidence. Voilà, vous voyez, par exemple, des études où on a montré qu'il y a une baisse d'adrénaline. Donc, de manière générale, sur le plan physiologique, toutes ces études sur l'immersion en forêt montrent qu'il y a des effets bénéfiques à la fois physiologiques, hein, et également, on le verra plus tard, sur des effets plus psychologiques. Alors là, on arrive dans un autre contexte, c'est celui de l'hôpital. Hein, donc, une étude qui a été faite avec des patients ayant subi tous, hein, une ablation de la vésicule biliaire. Et puis, par des heureux hasards, eh bien, l'architecture du bâtiment était différente selon les chambres, puisque des gens avaient vu sur les arbres de leur chambre ou alors vu sur un mur. Donc, c'était le hasard de la répartition dans cet hôpital. Ils avaient subi exactement la même opération. Et puis, différentes mesures ont été effectuées. Combien de jours sont-ils restés avant que le médecin décide qu'ils pouvaient sortir? La prise d'analgésique. Et puis, on leur demandait également d'évaluer quotidiennement leur douleur sur une échelle, hein, puisque c'est très utilisé, très normalisé. Et on observe eh bien, que le temps en moyen d'hospitalisation, lorsqu'il y avait vue sur les arbres, là c'est une simple vue, hein, ce n'est pas une immersion, vue sur les arbres à travers une vitre de fenêtre, d'accord, a diminué lorsqu'il y avait vue sur les arbres comparativement à la vue sur le mur. Hein, moins d'antalgiques ont été consommés pendant toute la période et les infirmières ont reporté moins d'événements négatifs. J'ai mal, là je ne me sens pas bien, j'ai mal dormi hier soir, vous voyez, reporté par les infirmières lorsqu'il y avait vue sur les arbres. Donc c'était les reports d'événements négatifs par jour lorsqu'il y avait les arbres, lorsqu'il y avait vue sur les murs. Alors là aussi, il y a eu beaucoup d'études. Moi-même, d'ailleurs, dans la thèse de Jordi Stéphan, on l'a fait dans un centre de cancérologie. Hein, avec des plantes. Donc, il y a eu beaucoup d'études à l'hôpital. Alors là, une autre étude un peu différente. Là, donc, on était toujours à l'hôpital, mais il y avait un jardin. Il y avait un jardin avec des petits arbres, des plantes, des fleurs, et puis où les personnes non alitées pouvaient se rendre. Et alors, on a mesuré l'anxiété et puis on a observé quelque chose d'assez étonnant. Il y avait une réduction de l'anxiété chez les patients, hein, sur des échelles d'anxiété qu'ils remplissaient, mais également sur les proches qui les accompagnaient et avec lesquels ils discutaient dans cette zone. Et alors, effet également déstressant observé pour le personnel, hein, puisque ils ont mentionné que lorsque les personnes revenaient de cette zone, eh bien, étaient plus apaisés, manifestaient moins de douleur, étaient moins réclamants de soins ou d'attention lorsqu'ils venaient de cette zone. Alors, quelque chose qui pourrait être sujet à controverse, en tout cas en France, ça ne l'est pas dans tous les pays. Hein. Dans certains pays, on accepte les plantes dans les chambres, mais voilà, je parle d'une étude qui a été faite où on a étudié précisément l'importance de ces plantes dans les chambres. Donc, une étude qui a été faite avec des femmes, l'âge moyen était 36 ans, donc ayant subi une ablation partielle ou totale de la glande thyroïde. Et puis, voilà, certaines chambres, voilà, hein, je vous passe la méthodologie, c'est une méthodologie aléatoire. On met des plantes dans certaines chambres, des plantes vertes et fleuries sur le sol et sur les meubles. Et puis, dans d'autres, on ne met rien. Voilà. Et puis, les mêmes mesures que dans les précédentes études que j'ai relatées ont été effectuées. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, durée d'hospitalisation qui diminue légèrement.
Alors là, c'est un demi-jour, mais voilà, la différence était significative. Et également, baisse de la prise antalgique s'il y avait présence de plantes, et moins de douleurs à nouveau, d'anxiété, de fatigue, meilleur sommeil, également exprimé par les patientes dans les chambres qui avaient des plantes. Alors, on est d'accord, là je parle d'études qui ont été faites dans des pays où les plantes sont autorisées. Mais peut-être qu'en voyant ces effets bénéfiques, voilà, on passerait dans les pays où ça ne se pratique pas, on pourrait y passer. Alors, voilà, d'autres études, voilà, avec différentes pathologies, personnes en chirurgie cardiaque ayant subi un pontage ou souffrant de pathologies pulmonaires, BPCO, l'asthme, voilà, eh bien, voilà. Alors cette fois-ci, c'était une étude un peu différente. Les plantes n'étaient pas dans la chambre, mais elles étaient dans les zones communes. Puisque c'est des gens qui pouvaient aller, donc le salon, la bibliothèque, des zones où ils pouvaient se rendre. Un petit peu comme tout à l'heure, mais tout à l'heure, la zone était à l'extérieur. Là, elle est à l'intérieur de l'hôpital. Et voilà, tout ça, c'est des synthèses de dizaines et des dizaines d'études. Meilleure amélioration de l'état de santé et pas seulement au début. Voilà. Pourquoi je dis pas seulement au début? Parce qu'il y a un effet également de persistance. En fait, il y a des études qui ont été faites où les gens étaient resuivis lorsqu'ils avaient réintégré leur foyer, et on mesurait également des effets bénéfiques. Donc, vous voyez, ça n'est pas que dans le contexte immédiat. Il y a une certaine inertie de l'efficacité en fait de ces plantes sur leur état de santé, leur humeur et leur bien-être. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mes collègues enseignants. À l'école, ça a été étudié aussi, beaucoup d'études effectuées dans les pays nordiques. Alors, par exemple, une étude avec des élèves de classe de 3e, donc autour de 14 ans, avec ou sans plantes mises dans les classes. Alors, et puis, on mesurait l'état de santé chaque mois, parce que c'est des études longitudinales, ça dure un certain temps. On mesurait l'état de santé chaque mois par questionnaire. Alors, le niveau de fatigue, il devait dire, tu as eu quoi comme, est-ce que tu as une maladie ce mois-ci? Oui, j'ai été malade, j'ai été absent une fois. C'était pourquoi? J'ai eu un rhume, j'ai eu une grippe, j'ai eu une angine, bon, etc., etc. Tout ça a été répertorié. Et puis, on leur faisait également juger la classe, le confort, le bien-être, comment ils s'y sentaient, même la beauté de la classe. À quel point tu trouves la classe belle. Voilà. Et puis, regardez, là, il y a une synthèse des résultats. Eh bien, on se rend compte qu'il y a une réduction là, c'est la baisse des symptômes, toujours pareil, une étude avant-après. On essaie de voir ce qui a changé. Alors, la fatigue a diminué 9%, les sensations de tête lourde 15%, les migraines, diminution de 37%, les problèmes de concentration, etc. Également, certaines affections ORL ont diminué, bouche sèche, irritée, tout, voilà. Et puis, certains symptômes dermatologiques. Simplement parce que des plantes étaient présentes en permanence dans la salle de cours. Des élèves de 3e, je rappelle. Alors, et puis, il y avait également des effets psychologiques et d'appréciation, puisque les classes avec plantes étaient jugées plus agréables, plus excitantes, confortables, avec une meilleure qualité de l'air. On leur faisait juger la qualité de l'air, ils la trouvaient meilleure lorsqu'il y avait des plantes. Et paradoxalement, alors que le volume était plus occupé par la présence de ces plantes, ils ont trouvé les classes plus spacieuses, alors que voilà, pourtant elles prenaient de la place. Donc vous voyez le paradoxe de la perception, en fait, c'est un effet de halo. Le bien-être est tel que la perception de la salle est jugée plus positive, sur de multiples facteurs. Alors, autre étude avec des élèves plus âgés, en classe de première, avec ou sans plan de mise dans les classes, de la même manière. Voilà. Alors là, on a mesuré les absences. Mesurer littéralement les absences qui étaient présents. Il suffit de consulter le carnet d'appel. Et puis, voilà, moins d'absences pour cause de maladies classiques, notamment les maladies ORL, très fréquentes chez les jeunes, dans les classes avec plantes. Voilà. Et moins de fatigue également manifestée de la part des élèves, et ils ont révélé que la qualité de leur sommeil était meilleure auprès des élèves dans les classes dans lesquelles se trouvaient ces plantes.
Alors, une autre, des choses étonnantes. Des choses étonnantes sur l'impact des plantes. Ça a des impacts sur la perception de la douleur. C'est une tâche assez classique dans ma discipline. Hein, pour ceux qui travaillent sur la perception de la douleur, vous savez que c'est très subjectif. Et par exemple, là, on demande à des hommes jeunes de faire un testing de douleur dans une salle dans laquelle il y a des plantes. Et s'il n'y a pas de plantes, on a mis des objets. On s'est dit peut-être que c'est un dérivatif de l'attention. Donc on met un objet. Hein, et non pas une absence de rien, une absence totale d'éléments, parce qu'on peut se dire, tiens, vous savez, hein, quelquefois, on se focalise sur quelque chose et on résiste mieux. Donc, on a mis des objets et des plantes. Et puis, alors, le principe du test est le suivant. On met la main dominante de la personne, celle qui a la meilleure perception, dans un bain à 37 degrés, 2 minutes. Puis ensuite, ils doivent mettre la main dans un bain très glacé, 1 degré. D'accord? Et puis, on mesure leur temps de résistance. On leur dit, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Et puis, les plus solides, au bout de 5 minutes, on arrête le test. Hein. Vous pouvez le tester. Waouh, ça fait... Il faut tenir, quoi. Hein, ça fait mal. Hein. Moi, je le fais avec... pas moi, mais pardon, copain du laboratoire qui est ergonome, le fait régulièrement avec ses étudiants en TD, hein, chaque année. Bon ben, voyez, le temps de résistance a augmenté lorsqu'il y avait des plantes, comparativement à des objets, et il y avait également une condition contrôle où il n'y avait rien. Donc, vous voyez, en fait, c'est pas un dérivatif de l'attention en se focalisant sur un objet, puisqu'on aurait dû avoir les mêmes niveaux de résistance, c'est bien la spécificité de la plante. D'accord, hein, ce qu'elle symbolise, ce qu'elle est susceptible d'activer en nous, hein, le bien-être qu'elle est capable d'activer, et en fait, ça se matérialise ensuite par une capacité à tenir beaucoup plus longtemps au froid. Alors, ça a été fait également avec des résistants à la douleur d'élèves infirmières, hein, pourtant, ouais, elles sont résistantes avec tout ce qu'elles voient, dans des chambres aménagées ou pas avec des plantes. Hein, voilà. Alors là, on mesurait plutôt la réponse électrodermale à la douleur. Là, on était sur de l'analyse physio, de l'activité électrique à la surface de la peau, un bon indicateur de la douleur que l'on ressent. Eh bien, voilà, même effet, on a comparé sans plantes et une introduction plantes et fleurs. Voilà, les deux combinés. Et qu'est-ce qui a été trouvé? Bien, comme tout à l'heure, une augmentation du temps de résistance, moins de douleur ressentie avec plantes que sans, et une moins forte activité électrodermale avec les plantes que sans rien. D'accord? Donc, c'est un indicateur de la douleur. L'activité électrodermale, voilà, elle a diminué lorsqu'il y avait les plantes. Et qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, que plantes et fleurs a été supérieure à plantes seules, qui elle-même a été supérieure à rien. Donc vous voyez, vous combinez un peu les deux effets de deux grands éléments de la nature, hein, les plantes, les fleurs, et vous avez cet effet-là. Hein. Les fleurs, dont je rappelle qu'elles sont cultivées par les hommes depuis très très longtemps, alors qu'objectivement, alors aujourd'hui, évidemment, nous, on peut manger comme on veut, mais même à une époque où hein, on ne mangeait pas tous les jours, eh bien, les hommes cultivaient les fleurs et c'était certainement pour leur beauté, pour le simple plaisir de le faire. Donc vous voyez, hein, tous ces effets persistent aujourd'hui. Alors, une étude très étonnante, hein, je me suis permis de faire un drôle de jeu de mots, hein, prendre la clé des champs, là, mais c'est une situation en milieu carcéral. On a on a étudié ce qu'il advenait et le comportement de prisonniers qui étaient dans des cellules avec vue interne sur la prison ou vue de l'extérieur. Et c'était les prisons américaines, hein, beaucoup sont au milieu des champs, avec des bosquets. Voilà, c'est une étude, donc la prison entourée de champs et il y a quelques bosquets éparpillés de ci, de là. Donc certains voient ça en permanence à travers la fenêtre de la cellule et d'autres ne voient que l'intérieur de la prison. Hein, par exemple, les salles des pas perdus, là, de marche. Voilà. Et puis, donc on a mesuré les demandes de soins qui ont été exprimées par les prisonniers, qui sont un très bon indicateur de l'état psychologique. Oui, je ne vais pas bien, je voudrais voir le médecin aujourd'hui, je voudrais voir l'infirmier, l'infirmière. Voilà. Hein, et puis, alors, vu des champs, qu'est-ce qu'on a observé? Moins de problèmes dermatologiques, hein, de troubles gastro-intestinaux et de problèmes respiratoires. Fortement toutes ces pathologies souvent très très liées au stress des prisonniers.
Alors, d'autres études ont été faites aussi dans ce milieu, hein. Alors, cette fois-ci, on a comparé les effets des activités chez des prisonniers. Alors, des prisonniers, alors il s'agissait en l'occurrence de petits délits, hein, c'était des petites peines, donc inférieures à 3 ans, soit à l'intérieur de la prison, par exemple, une activité typique, la menuiserie, ou à l'extérieur, entretien d'espaces verts. Entretien d'espaces verts. Et puis, on a mesuré un truc, le classique, la récidive à 4 mois. 4 mois après la sortie, hein, c'était l'indicateur dans cette étude. Eh bien, travaux à l'intérieur, on a observé que il y a eu 29% de récidive dans ces 4 mois. Donc, un nouveau délit a été commis. Hein, et la personne s'est fait avoir pour ce nouveau délit. Et lorsqu'il y avait travaux dans les espaces verts, ce taux de récidive était de 6%. Donc, vous voyez, cette immersion change structurellement certainement les personnes, en tout cas pour un certain délai, et vous avez des conséquences sur la réplication de comportements répréhensibles lorsqu'ils ont été libérés. Alors, d'autres choses également chez les enfants. Donc là, c'est une très grande étude qui a été faite aux États-Unis sur des enfants âgés de 3 à 16 ans avec mesure de leur IMC. Alors, c'est une étude un peu plus étonnante. Là, on ne les met pas dans des pièces avec des plantes, parce que dans ce type d'étude, voilà, vous ne pouvez pas voir des variations. Mais en fait, par algorithme, à partir des analyses d'images vues par les satellites, eh bien, on a mesuré la densité de verdure dans leur environnement. Alors, environnement immédiat, par exemple, on prend ma maison et puis on mesure autour la densité de verdure, on mesure l'immeuble et on mesure la densité de verdure autour. Et puis, on a mesuré l'évolution de l'IMC des enfants sur 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a observé? Qu'il y avait une corrélation très forte, hein, ce sont des études corrélationnelles, hein, donc c'est pour ça qu'il faut aussi se méfier. Hein, la mise en évidence d'une corrélation n'est pas nécessairement l'identification de la cause, mais ça donne souvent des pistes. Donc on a observé une corrélation forte entre l'IMC et le niveau de verdure dans l'environnement de l'enfant. En fait, plus il y avait de verdure, hein, plus l'IMC était bas. Donc ce qu'on appelle une corrélation négative. Hein, mais négative mais significative. Plus une variable augmente, plus l'autre diminue. Donc voilà. Et puis, plus le niveau de verdure augmentait, hein, c'est la contrepartie, et moins l'IMC des enfants augmentait. Donc, simplement ici, avec, je rappelle la verdure, et voilà, moins il y avait de verdure dans l'environnement immédiat des enfants, et plus leur IMC augmentait. Hein. Et en fait, ce qui a été intéressant dans cette étude, c'est qu'on a également suivi les enfants, enfin les jeunes, hein, puisqu'on allait de 3 à 16 ans, lorsqu'ils changeaient d'environnement. Et si par exemple, ils passaient d'un environnement très bétonisé à un environnement où il y avait plus de verdure, eh bien l'IMC est diminué. S'ils avaient une IMC normale et qu'ils passaient dans un environnement avec verdure et qu'on repassait à un environnement bétonisé, eh bien l'IMC augmentait. D'accord ? Alors, une autre étude, cette fois-ci avec 400 000 dossiers médicaux de patients. Hein, et puis, voilà, on a mesuré également la densité des espaces construits, des espaces verts dans l'environnement des patients. Et puis, alors dans cette étude, hein, c'est une étude qui utilise ce qu'on appelle la méthodologie des extrêmes. Hein, on prend les 10%, vous savez, comme les études sur la différenciation des revenus, les 10% les plus pauvres, les 10% les plus riches. Voilà, bon, c'est assez classique. Donc, les zones avec 10% d'espace vert et 90% d'espace vert autour d'eux. Et voilà, on a mesuré les pathologies, hein, les pathologies qui étaient trouvées dans les 400 000 dossiers de ces patients. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, un petit peu moins d'hypertension, des pathologies du muscle cardiaque, coronopathie en diminution lorsqu'il y avait des zones à espace vert, enfin plus de densité d'espace vert, pardon. Hein, et puis certaines douleurs voilà, musculo-squelettiques qui ont diminué, et également des troubles mentaux manifestés, notamment des troubles anxieux et des dépressifs. Donc, vous voyez, là où la densité d'espace vert était la plus importante, en fait,
l'état de santé de manière générale sur un certain nombre de pathologies était de meilleure qualité chez ces personnes, et cela incluait également des troubles de l'ordre psychologique et mentaux. Voilà, alors d'autres choses qui ont été mesurées, les infections respiratoires, voilà, toutes les densités, les migraines, hein, les vertiges, voilà, tout un ensemble. C'était une très très grosse étude, hein, très belle étude. Hein, c'est ce qu'on appelle une étude de référence dans ce domaine. Oui. Alors, vous allez voir, même quand on stresse les gens, eh ben, il y a une influence de la nature. Donc, alors, on peut fabriquer des stages. Hein, vous allez dire, c'est pas très éthique de faire ça, mais bon, voilà, le stress est une composante étudiée par mes camarades, pas seulement de psychologie, hein, également de neurosciences, en médecine. Donc, là, c'était une tâche en ordinateur. Hein, il devait répondre le plus rapidement possible. On sait que ça génère du stress. Et puis, en permanence, on mesurait leur pression artérielle avant, pendant la tâche et après. Et eh bien, la salle, voilà, tout simplement, la salle dans laquelle ils étaient avait ou n'avait pas de plantes. Et si c'était des plantes assez luxuriantes, puisque il y en avait pas, enfin, c'était assez luxuriant la densité, il y en avait 15 plantes, et puis certaines de 2,5 mètres de hauteur. Donc, vous voyez, là, il y avait de la nature dans la salle. Hein. Voilà. Et puis, voilà, on mesure tout ça, et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, avant la tâche, pas de différence entre les deux groupes, c'est-à-dire ceux où il y avait des plantes, pas de plantes. Pendant la tâche, une légère diminution du niveau de stress, enfin de la pression, hein, qui est un indicateur, la pression systolique. Et après la tâche, diminution beaucoup plus rapide de cette pression que dans le contexte où il n'y avait pas de plan. Donc vous voyez, encore une fois, une simple immersion. Hein, parce que la tâche ne dure pas longtemps, hein, la tâche dure un quart d'heure. Donc une simple immersion dans une salle, hein, qui n'est pas, ouais, c'est pas la beauté du bosquet, hein, c'est pas la beauté de la vue de la montagne avec ces arbres, d'accord, hein, on reste encore dans une situation un peu artificielle. Et bien, vous avez déjà des effets. Hein, vous avez déjà des effets. Alors, la nature, c'est beau à voir, mais aussi à entendre. Vous voyez, là, donc, c'était des patients dont on faisait passer un endoscope dans les bronches. Hein, donc, vous imaginez le stress que ça peut générer. Et puis, de la même manière, donc dans la salle d'auscultation, alors là, on avait vu sur un cadre verdoyant. Alors là, c'était une image. Attention. Là, c'est même pas de la fausse plante en plastique comme on en trouve quelquefois, hein, sur les tombes. Ah non, 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 là, on est sur une salle d'auscultation. On a simplement mis une grande photo, une très grande photo d'un cadre magnifique, certes, mais ça reste une photo. Et on a mesuré l'anxiété, la souffrance ressentie, les difficultés à respirer de ces patients. D'accord. Et puis, il y a même un groupe de patients, il y avait la photo, et on a rajouté des sons de la nature. Les gazouillis des oiseaux et ruissellement de l'eau. Parce que la nature n'est pas simplement belle à voir, elle est belle à entendre. D'accord, hein, voilà, moi, hier, avant-hier, lundi, j'étais content, je prends mon café dehors avant de partir au travail, et je voyais dans mes arbres des mésanges bleus en train d'éliminer mes poux, d'ailleurs, enfin éliminer les poux qui étaient dans les arbres. Bon, c'est magnifique, c'est un champ magnifique, enfin, c'était très agréable. Donc vous voyez, là on a rajouté ça. Et mince, bon, j'ai dû oublier la conséquence, de la même manière, moins d'anxiété a été manifestée. Hein, sur une échelle de douleur, ils ont estimé que ça a été moins douloureux, l'examen, et ils ont déclaré avoir eu moins de difficultés à respirer pendant l'examen. Lorsqu'il y avait, alors, de la même manière, l'effet a été renforcé lorsqu'il y avait vue sur le cadre magnifique, plus les sons. Ensuite, c'était le cadre, seul, sans les sons, et ensuite l'absence de cette image. Alors là, cette fois-ci, on n'est pas simplement immergé dans la nature, on travaille un petit peu avec.
On n'est pas simplement avec les plantes, là, on les cultive. D'accord? Donc, une étude où, avec des enfants de 8-11 ans, en cours de sciences naturelles, sur les plantes et sur leur cycle de vie. Donc, c'était la thématique. La thématique. Et puis, bon, dans un cas, ça a été fait avec des gamins, c'était la méthode classique, en cours, on utilisait photos, on utilisait schémas, mais sans plus. Et puis, dans un autre cas, eh bien, il y a un peu de classique, on fait toujours des cours, il y a toujours des photos, il y a toujours des schémas, mais il y a des exercices pratiques. Il y a des semis qui sont faits, il y a des soins, on enlève les mauvaises herbes lorsque ça commence à pousser, et puis on récolte. Voilà, donc on a vu tout le cycle de cette vie, mais en situation réelle, et on y a participé. Ok. Et donc, alors on est parti, là, on n'est pas parti mesurer l'anxiété ou des choses comme ça. Simplement, les compétences acquises par les gamins, par un QCM. On a évalué leurs connaissances. Et conséquence, eh bien, ils ont performé davantage, comme on dit, les notes, littéralement, puisque c'est ça, les notes ont augmenté, les connaissances étaient beaucoup plus renforcées, beaucoup plus acquises lorsqu'il y avait eu participation à la tâche, que lorsque on avait utilisé la méthode classique. Donc, vous voyez, il y aura peut-être des alternatives, rien que pour notre mémoire et nos gamins. Et vous voyez, ça a marché aussi bien chez les garçons que chez les filles. Nicolas, je me permets d'intervenir pour vous indiquer qu'il vous reste une dizaine de minutes. Ouais, ok, je crois que je dois être à ça. Voilà. Alors pareil, là c'est l'étude sur la progression après un cours. Voilà, le classique, je passe sur 2 semaines et puis voilà, groupe, au moins il y avait 2 fois, pas grand-chose, 2 fois 2 heures de jardinage, 2 heures de jardinage par semaine, ça dure 2 semaines. On se dit mais ça peut pas avoir d'impact. Et puis voilà, ben si, vous avez déjà 4 points de plus. Voilà. Par rapport à avant, par rapport à vos connaissances d'avant et après, à 2 semaines, ben, vous avez augmenté vos connaissances. Et là, c'était des notes sur 20. OK. Donc, je dis, ben, le jardinage devrait peut-être être remboursé par la Sécu. Donc, voilà, là, c'est un programme pour les enfants de 11 ans inséré dans un programme d'éducation nutritionnelle de 3 mois. Donc, certaines classes participaient à ce programme avec activité de jardinage en plus. Et d'autres n'avaient pas. C'est souvent ça, c'est une méthodologie avec, sans, ou alors beaucoup, moyen, peu, pas du tout, voilà, mais et puis voilà, au début et à la fin, on mesure la consommation de légumes, de fruits et de nutriments des enfants selon les groupes. Eh bien, regardez, ceux qui ont fait de la sensibilisation avec du jardinage, eh bien, consommaient davantage de fruits, de légumes, de fibres, etc., etc. En fait, ça avait changé leur comportement alimentaire en manipulant des plantes. Donc, on a également observé que des délinquants mineurs récidivent moins s'ils sont intégrés dans des programmes horticoles que dans d'autres programmes. Je vous ai dit, une synthèse, les personnes incarcérées pour usage de stupéfiants voilà, décrochent également mieux s'il y a intégration dans ce type de programme. Et on a également montré chez les personnes ayant des démences séniles, dans les maladies neurodégénératives, un certain nombre de maladies neurodégénératives, sont plus productifs, plus mobiles et s'expriment davantage lors des activités de jardinage que des activités de travaux manuels. Donc il y a une spécificité de l'activité avec la terre et avec la manipulation de la terre et des plantes. Voilà, alors des études, vous voyez, assez amusantes. Celle-là, sur la simple humeur. Des femmes participent à une enquête. Et puis, pour les remercier, participer à cette enquête, on leur dit qu'elles recevront un cadeau à domicile. Et puis, ce cadeau, c'est soit une corbeille de fruits avec des bonbons, soit un bouquet de fleurs. Bon, et puis, il y avait un enregistrement vidéo, tout ça, et une caméra, c'est chez la personne qui apportait ça. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on observe la matérialisation du sourire de Duchesne qui est accentuée. C'est une manifestation de ce qu'on appelle la joie sincère. Il paraît qu'on ne peut pas le simuler. Bon, il y a d'autres qui disent que certains y parviennent, les grands menteurs. Bon, alors en tout cas, il y avait un renforcement de ça, et puis surtout une meilleure humeur manifestée, même 2 jours après. Voilà. Et plus de satisfaction même, plus de positivité sur l'avenir, exprimée par ces personnes. Voilà, une autre étude chez les voisins. Pareil, on a mesuré la densité de l'environnement autour d'eux. Est-ce que le comportement entre voisins change en fonction de la densité de verdure autour de soi? Oui, il y a plus de contact entre voisins.
Notamment quand il y a des arbres. Vous voyez, ces études vont jusque-là, on compte le nombre d'arbres et puis on fait les différences dans le modèle. Voilà, moins de sentiment de solitude exprimé aussi, s'il y a un environnement de verdure. Seul dans la forêt, mais pas du tout. Pas du tout, on n'est pas seul dans la forêt, au contraire, ce sentiment de solitude diminue. Voilà. Une autre étude aussi qui montre que la simple immersion, ça c'est moi qui l'ai fait avec justement Jordi Stéphan, à Vannes, on prenait des gens qui traversaient un parc ou des gens qui passaient à côté du parc. Il y a deux circuits, et puis on faisait tomber quelque chose par terre en faisant semblant de ne pas s'en apercevoir, et on mesurait le taux d'altruisme, ce qu'on appelle le taux d'altruisme, le taux de personnes qui signalent la perte de l'objet, en l'occurrence c'était un gant. Bon, bah voilà, 91% d'aide dans le parc contre 72 en dehors. Voilà. Et si on fait la même étude avant que la personne ne rentre dans le parc ou après la sortie, on observe plus d'aide après qu'avant. Donc, alors, vous voyez, la simple immersion a suffi à changer un peu notre comportement. Alors, voilà, une étude sur les maisons aussi, sur les. Là, c'est pour l'aménagement des espaces, des ruelles avec des espaces piétons, et puis il y a des maisons avec des beaux jardins bien entretenus, puis d'autres, vous voyez, où c'est négligé. C'est négligé. Et puis on mesure les déchets dans le périmètre du jardin. Les déchets dans le périmètre des jardins où il y avait des beaux jardins, les déchets dans les périmètres des jardins où il n'y avait pas de beaux jardins. Bon, bah, conséquence, plus le jardin est entretenu, et bien moins les gens jettent des choses à côté. Par exemple, leurs masques. Peut-être qu'ils jetteraient. Il faudra faire l'étude maintenant avec les masques, puisqu'on en jette plein. Alors, on en trouvera peut-être moins aux alentours de ces beaux jardins. Vous voyez, ça change. En fait, ça change quelque chose. Il y a une perception qui entraîne une différenciation comportementale. Voilà. On ose moins, ce que j'ai dit, moins souiller ce qui est beau. Peut-être. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il me reste quoi, 5 minutes là. C'est vrai que j'ai fait peut-être un peu beaucoup. Vous voyez, vous voyez des performances, des performances également de rappel. La mémoire est influencée par la présence de plantes. On a une meilleure mémoire, c'est-à-dire, j'ai vu qu'il y avait des psychologues parmi vous, en scolaire, le rappel immédiat, le rappel différé, les gens apprennent une liste de mots, on attend quelques minutes et puis on leur demande de se rappeler le maximum de mots qu'ils ont lus, et bien ces performances de mémoire augmentent. Simplement parce que la salle dans laquelle s'est effectuée cette tâche contenait des plantes. Voilà. Pareil, la créativité. On essaie d'associer un mot naturel, durable, recyclable. Bon, et ben, cette créativité sémantique s'accroît avec la présence de plantes. Voilà. Et 4,6 mots contre 3,2. Et puis voilà, toujours pareil, plus de confiance. Pareil sur des performances de reconnaissance de formes géométriques, ça c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc une autre étude également, voilà, mathématiques, orthographe, sciences. Voilà, une salle de cours où il y a des plantes, les performances augmentent. Et voilà, 12%, accroissement de 12%, 14% en mathématiques des performances, 12% en orthographe, 11% en sciences. Voilà. Et autour de 6% pour les classes en plantes. Évidemment, la formation a accru les compétences, mais la formation plus les plantes a encore plus accru ses compétences. Voilà. Alors, une autre étude, bon, je vais peut-être, voilà, pour vous montrer sur un lieu de travail, des problèmes de fatigue, de nausée du personnel ont diminué lorsque dans l'environnement de travail, on avait mis des plantes. Vous voyez, d'ailleurs, voilà, pareil chez des employés de bureau, lorsqu'ils observent de leur fenêtre une zone, un parc boisé, moins de stress au travail et moins d'arrêt de travail. Des études ont montré qu'il y avait moins d'arrêt de travail. Moins d'intention également de changer d'entreprise, vous voyez, ce genre de choses. Ça change même la perception. Regardez, une étude qu'on fait de mes étudiants de ressources humaines, ils ont fait juger un simple bureau. Regardez, il y a une plante, il n'y a pas de plante, c'est la même chose. Et ils font juger par des gens, juger l'entreprise, l'ambiance, le stress qu'il doit y avoir dans cette entreprise, les préoccupations, qualité de vie au travail, est-ce que le supérieur est accessible. Tous ces paramètres-là ont été renforcés lorsqu'il y avait la simple présence de ça, de cette plante. Et donc, même nos jugements, notre activité de jugement est influencée. Voilà, plus envie de travailler, voilà, je suis désolé. Regardez, même le goût est influencé. Regardez, avec une simple chose, une étude que j'ai faite aussi avec mes étudiants, des mandarines sans leurs feuilles, avec leurs feuilles. On fait juger le jus de mandarine qui est là. C'est le même dans tous les cas. Et ils le goûtent, ils l'évaluent, ils l'ont trouvé meilleur, plus bio, plus frais, bon, de meilleure qualité, plus naturel, etc. Vous voyez, le résultat, on a accru, voilà.
hein, simplement parce qu'on a rajouté un petit paramètre. Voilà. Donc, je vais un petit peu arrêter là. Voilà, voilà, une petite dernière pour vous faire rire. J'avais demandé à mes, mes étudiants de faire du stop avec ou un bouquet, un bouquet de fleurs ou un petit sac à dos dans la main. Hein. Eh bien, j'ai mesuré le taux d'arrêt des automobilistes, tout ça à 90 km/h. Hein, et ben voilà, regardez, lorsqu'il y a des fleurs, les gens s'arrêtent davantage. Mais ça a surtout marché pour les garçons et des fleurs. Voilà. Vous voyez, donc voilà, j'ai fait un ouvrage avec un collègue de mon laboratoire autour de ça, pourquoi la nature nous fait du bien. Bon, bah, vous verrez, une partie des recherches dont j'ai parlé sont dans cet ouvrage et bien d'autres encore. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et nous allons donc laisser la place à Julie Lannes. Donc, ce projet qui s'intitule La nature créateur de bien-être a été mené donc en 2019 sur l'agglomération du Pays d'Issoire, qui est donc sur un territoire du Puy-de-Dôme, en Auvergne. Et donc, il a été mené en partenariat avec une association qui est l'AMPA, mais depuis a changé de nom et donc s'appelle l'association aujourd'hui Addiction France. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent cette association, qui est une association donc nationale, et il y a différentes antennes sur les territoires. Et donc cette association a pour but d'être sur la prévention des conduites addictives, donc de pouvoir conseiller, de former, d'accompagner des personnes qui sont en proie à différentes addictions. Et donc, ce projet voilà, a été mené aussi au sein de notre association, qui est une association d'éducation en environnement, d'animation nature. Et donc, nous, on réalise, voilà, on a une approche assez spécifique. On est beaucoup sur des approches artistiques, sensorielles. On réalise notamment des jardins thérapeutiques aussi en EHPAD ou dans différentes structures de soins. On a aussi créé une exposition sensorielle autour de la nature, en fait, qu'on peut mobiliser en intérieur ou en extérieur, donc on la déplace, etc. Et puis ensuite, je suis aussi par ailleurs référente du département du Puy-de-Dôme santé-environnement. Donc c'est aussi voilà, une démarche qui vous a été présentée initialement par le GREN et par l'IREPS. Donc voilà, où j'accompagne des professionnels de l'éducation et de la santé pour mettre en place des projets, des actions autour de la thématique santé-environnement. Voilà. Donc, concernant le projet, donc, comme je vous le disais, il s'est mis en place en 2019. Depuis, il se poursuit et il évolue aussi. Donc, à la fin de mon intervention, je vous présenterai un petit peu les perspectives d'évolution de ce projet. Et donc, en fait, il s'agit d'un cycle d'animation hebdomadaire. Donc, on avait une demi-journée par semaine sur un temps assez restreint. Il y avait à peu près 6 séances. Et donc, on a réalisé ce projet sur une saisonnalité adaptée. Alors là, sur les photos, vous voyez, c'est très brumeux. Mais voilà, on a essayé de réaliser ce projet sur une saisonnalité plutôt printemps-été, voilà, pour être déjà dans des conditions qui sont plus confortables pour nos personnes, nos participants. Le projet, en fait, dans ses spécificités, c'était vraiment d'articuler le dedans et le dehors, et de façon crescendo. Donc, j'irai un petit peu plus loin dans ma présentation là-dessus. Et puis, c'est aussi un projet, on avait le souhait d'amorcer une pédagogie de projet. Donc, nous, dans le milieu de l'éducation à l'environnement, on utilise beaucoup cette appellation qui veut en fait qu'à un moment donné, on laisse le choix aux participants, on laisse une fenêtre, on va dire, de liberté pour que les participants puissent aussi nous exprimer leurs envies, leurs idées dans la continuité de ce projet. Voilà, une idée de sortie, une idée d'activité nature, etc. Donc ça, c'est un projet qui a été aussi rendu possible grâce à une stagiaire qui était là à l'époque, qui était assistante sociale en fait de formation et qui était en formation d'éducatrice en environnement à ce moment-là. Donc, elle était stagiaire dans la structure. Et donc, voilà, on a voulu un petit peu réunir, on va dire, sa volonté de pouvoir lier les deux approches. Alors, on n'avait pas de financement pour ce projet-là. Donc, c'était une démarche expérimentale et qu'on a vraiment souhaité mener parce que c'était aussi une histoire de rencontre, une histoire humaine, avec notamment Gaëlle Lemoyle, qui était l'assistante sociale de l'AMPA à ce moment-là et qui l'est toujours aussi, et avec qui je continue ce projet.
Donc, en fait, c'est aussi un projet qui répond à un besoin du public, à une envie des professionnels, voilà, des deux structures. C'est vraiment, c'est parti d'une histoire de rencontre dans un tram où j'entendais justement Gaëlle qui disait « Ah, photolangage, animaux ». Et moi, photolangage, animaux, voilà, ça a suscité ma curiosité. Et donc, en fait, j'ai vraiment, voilà, on est rentré en conversation. Et à ce moment-là, on s'est dit « Tiens, il y a vraiment quelque chose à faire, il y a peut-être quelque chose, un projet à mener ». Donc, le public, en fait, c'était donc 7 personnes qui sont suivies par l'AMPA. Donc, en fait, il s'agissait donc de 5 femmes et 2 hommes à ce moment-là, qui étaient âgés de 35 à 70 ans, qui avaient des problèmes d'addiction, hein, essentiellement voilà, alcoolisme, mais il y avait aussi d'autres addictions, psychotropes, etc. Il y avait aussi des personnes dans le groupe qui étaient retraitées, sans emploi ou en arrêt maladie. C'était un public assez fragile, donc avec des freins pour entreprendre des activités. Donc, il a vraiment fallu voilà, présenter le projet et puis aller en douceur. Et puis, c'était aussi difficile pour ces personnes-là de sortir du cadre sécurisant de la structure. C'était la première fois aussi que la structure proposait un projet avec un prestataire extérieur. Et donc, ce qui est difficile aussi pour ce public, c'était d'affronter le regard des autres et la peur d'être jugé. Et donc aussi de participer à un groupe. Ce n'était pas évident, il a vraiment fallu les préparer en amont. Voilà, donc le déroulement des séances, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour illustrer vraiment comment ça s'est passé. Donc la première séance, en fait, l'idée c'était pour nous, hein, éducatrices en environnement, de pouvoir déjà rencontrer les personnes. Et en fait, comme je le disais, l'idée, c'était d'aller de l'intérieur à l'extérieur, du dedans vers le dehors, de manière vraiment progressive et crescendo. Et donc, en fait, donc sur cette première séance, on était dans l'enceinte de l'AMPA, dans une petite salle, où justement, voilà, on avait convié les personnes autour d'un petit pot convivial, etc. On avait aussi, pour le coup, amené des plantes, amené des éléments naturels, voilà, pour un petit peu aménager l'espace et puis qu'on ne soit pas les seules personnes qui puissent présenter et permettre aux gens d'appréhender le projet, mais qu'il y ait aussi d'autres êtres vivants qui soient avec nous et qui permettent cette interaction. Donc, on a commencé par une présentation personnelle, tout simplement. Alors, c'était un petit peu de manière ludique, hein, voilà, si tu étais un animal, un végétal, un minéral, etc. Donc, on a essayé de faire ça un petit peu de façon décentrée. Et puis, on a présenté le projet, la démarche, qu'est-ce qu'on voudrait faire. Donc, on leur a avant tout dit que voilà, nous, notre objectif, c'était de les amener dans un environnement qui nous anime, qui nous porte, qu'on aime faire partager. Donc, on s'est vraiment présenté, on a essayé vraiment de travailler, on va dire, dans l'horizontalité, de se présenter comme des personnes qui ont envie de partager ce qui les anime, quoi, la nature, leurs connaissances, etc. Et puis ensuite, on a suscité, nous, on est allé chercher en fait des informations auprès de ce public. Donc, sous forme de quiz, on leur a posé des questions sur est-ce qu'ils connaissent, par exemple, les 5 fromages d'Auvergne, AOP, est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils peuvent nous citer le nom de 2-3 rivières qui circulent sur l'agglomération du Pays d'Issoire? Est-ce qu'ils ont déjà dormi à la Belle Étoile? Est-ce qu'ils ont déjà le souvenir d'avoir senti une fleur et puis plus tard, un souvenir qui est revenu? Enfin voilà, on a travaillé sur des savoirs froids et en même temps des savoirs chauds pour aussi créer en fait un moment une culture commune. Voilà, une culture commune sur nos territoires, sur nos vécus respectifs, etc. Et nous, on s'est inclués aussi dans le lot. Et puis à la fin, voilà, on a fait un petit temps d'expression des ressentis, de réponse aux questions pour essayer de lever les freins sur les autres séances quant à l'organisation, quant au cadre, aux horaires, etc. Donc la deuxième séance était vraiment axée sur l'éveil des sens. Donc suite à la réalisation de cette exposition sensorielle, vous voyez hein, là quelques petites illustrations. L'idée, donc, c'est d'utiliser les différents sens, de l'adapter à la nature. Et pourquoi cette exposition sensorielle? Parce que, justement, on s'est bien aperçu que ce soit dans les EHPAD, les maisons de retraite, les maisons de santé, ou là, avec l'association, on peut amener les gens directement à l'extérieur, mais peut-être pour qu'il y ait une meilleure implication et qu'on travaille vraiment aussi sur les sens, sur une intériorité par rapport à la nature, les souvenirs, etc.
on travaille autre chose et nous, on avait envie voilà, de créer cette exposition et de pouvoir la mobiliser dans ce genre de projet et dans ce genre de démarche. Donc, on a commencé par un petit temps de météo personnel, d'échange des humeurs, notamment au travers d'un outil, par exemple, où on utilise la météo des nains. Donc, il y a, voilà, Grincheux, il a passé une mauvaise journée. Donc, enfin, voilà, on utilise soit des visuels, des images, et puis on permet aux gens de s'exprimer pour aussi voilà, avoir connaissance de l'humeur générale du groupe. Et puis ensuite, on déambulait comme ça au travers des différents modules qu'on avait exposés. Donc, on les avait exposés à la CAF, qui avait bien voulu nous prêter une salle. Donc, progressivement, vous voyez, on était dans l'AMPA, la semaine d'après à la CAF, toujours en intérieur. Et puis, voilà, petit à petit, on s'est déplacé comme ça sur les différents territoires. Donc, l'idée, voilà, on a animé des séquences avec des sacs à toucher, avec se mettre pieds nus et marcher pieds nus dans les alvéoles que vous voyez au-dessus. Et donc, l'idée, c'était de générer des expériences, de pouvoir faire en sorte que les personnes s'expriment, etc. Hop. Alors, la troisième séance, il s'agit là de partir dans la forêt. Donc là, on était dans une forêt du conseil départemental du Puy-de-Dôme, qui est un espace naturel sensible. Donc, c'est une forêt où il y a déjà une biodiversité qui est assez importante. Il y a notamment différents écosystèmes. Il y a des mares, notamment dans ces forêts-là. Et donc, voilà, le but là, c'était d'y aller doucement, d'éveiller les sens dans la nature, de prêter attention à ce qu'on peut entendre, à ce qu'on peut voir. Donc là, une petite activité, notamment sur l'ouïe. L'idée, c'était d'essayer de prêter attention aux sons les plus lointains, aux sons les plus proches, d'essayer de faire une cartographie du territoire en fonction des sons qu'on entend. Donc là, vraiment, on était dans la sensation. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on n'est pas dans la connaissance pour l'instant. On est vraiment juste dans l'expression de ce qu'on ressent. Et ensuite, on a aussi voulu quand même amener un petit peu de connaissances naturalistes. Et donc, on a fait une petite pêche. Donc, voilà, on avait prévu des petites épuisettes, des clés de détermination. Et là, c'était le petit temps assez rigolo, ludique, qui peut-être faisait appel pour certains à ce qu'ils avaient vécu quand ils étaient enfants. Donc là, on a pêché dans la mare et puis on a pu déterminer les petites bêtes. Voilà, c'était un temps assez convivial, un petit peu de lâcher prise et où on est vraiment dans la manipulation d'outils et au contact de l'eau. Donc ensuite, il y avait toujours à la fin une séance, enfin un petit temps d'expression du ressenti. On leur a aussi donné des clés de détermination pour qu'ils repartent aussi avec de la ressource en se disant je suis outillé, demain je peux peut-être revenir et puis refaire de la pêche, ou tiens, on leur avait aussi donné des clés de détermination des feuilles d'arbres. Donc voilà, ils avaient aussi de la ressource matérielle pour peut-être pendant les moments hors séance aussi pouvoir apprendre les choses chez eux. Voilà. Au niveau de la quatrième séance, là, on est parti à la rencontre de l'autre, à la rencontre de l'autre être humain qui vit dans un environnement de nature. Et donc, on est allé découvrir une ferme de plantes aromatiques et médicinales. Et en fait, il s'agit aussi de personnes qui accueillent des jeunes en difficulté. Donc, il y a vraiment aussi un rapport social auprès de ces personnes-là. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de travailler la convivialité et de rencontrer des personnes qui sont au contact quotidien de la nature. Et donc, voilà, c'était un très, très fort moment où on a fait des cueillettes de plantes sauvages, où on a fait des sirops de menthe, où on a découvert des séchoirs, on a aidé un petit peu à la manipulation pour sécher les plantes. Et là, l'idée, c'était d'être dehors, de visiter la ferme. Et il y a des liens très, très forts qui se sont créés avec Bernard et Florence, qui sont donc les personnes qui ont la ferme. Et puis, j'en reviendrai plus tard, mais il y a eu des suites aussi à ce projet-là, enfin à cette rencontre. Il y a eu d'autres interactions qui ont pu se mettre en place. Au niveau de la 5e séance, là, l'idée, c'était de faire un bilan. À la base, on devait avoir 5 séances. Donc là, on est retourné dans l'enceinte de la CAF et en fait, on faisait une météo personnelle. Et puis, on avait fait aussi un travail en fait autour de avant et maintenant. Avant, comment j'étais. Donc, on avait des petites questions. Avant de faire le projet, est-ce
Est-ce que j'observais la nature vraiment et maintenant, avant le projet, est-ce que je prêtais attention au bruit quand je marchais, que ce soit dans la rue ou dans la forêt? Enfin, voilà, on avait différentes questions comme ça où, partant d'échanges, on essayait vraiment de travailler le avant et le maintenant pour aussi vraiment être sur la prise de conscience des personnes, qu'elles prennent conscience de l'état dans lequel elles étaient avant et de l'état dans lequel elles étaient après le projet, pendant le projet. Ensuite, on a fait un photocollage. Donc là, on avait amené différentes revues et on voulait travailler aussi la créativité. Et on voudrait travailler sur la notion de « et après », parce que ce qui nous inquiétait, c'était voilà, on a suscité une forte émulation, un esprit de groupe, des moments de partage, d'échange. Et donc, c'était aussi de pouvoir appréhender l'après, de ne pas les lâcher comme ça. Donc, en fait, là, il y avait un espace sur la feuille où on leur demandait de « j'aimerais être » et le « j'aimerais faire ». Alors, le « j'aimerais être », c'est plutôt le personnage, voilà, est-ce que j'aimerais être plus libre dans les sensations, etc. Et puis, le « j'aimerais faire », c'est vraiment dans l'action. Est-ce que demain, j'aimerais jardiner plus régulièrement, amener ma famille de façon voilà, plus régulière aussi dans la nature, etc. Et puis, ensuite, il y avait un temps d'expression libre sur le projet. Et c'est à ce moment-là qu'à la demande des personnes, en fait, ils nous ont dit ça ne peut pas se passer comme ça. On aimerait avoir une séance de plus dans quelques semaines parce qu'on a un petit peu peur de se lâcher comme ça, quoi. Donc, nous, on a accueilli la demande, on s'est dit super. Et donc, en fait, on leur a dit voilà, on va se donner rendez-vous tel jour, telle heure. Et puis, réfléchissez aussi à justement quelque chose que vous aimeriez faire. Est-ce que vous aimeriez aller plutôt vers la forêt, vers la nature? Donc, on leur avait laissé nos adresses et puis on leur avait dit de réfléchir à une animation, à un lieu, et puis de pouvoir à un moment donné, voilà, qu'ils soient eux-mêmes acteurs de cette 6e séance. Et donc, à cette 6e séance, on est allé au bord de l'Allier, hein, pas très loin de la ville d'Issoire, où est le siège de l'AMPA. Et donc là, on a célébré les retrouvailles, on a travaillé sur voilà, la météo personnelle. On a fait un retour d'expérience de qu'est-ce qu'ils ont fait depuis, qu'est-ce que ça a généré en eux, les échanges des bénéfices d'être en nature. On a fait d'autres jeux ludiques aussi autour de la rivière. Et puis, on a exprimé nos ressentis. Voilà. Alors, au niveau des objectifs généraux, en fait, le but, c'était vraiment pour nous d'essayer de faire en sorte que les personnes se sentent bien au contact de la nature et de les mettre vraiment dans un cadre dans lequel elles se sentent en sécurité. Physique, de ne pas leur faire des randonnées trop difficiles. Morale, avec la présence aussi en permanence de Gaëlle Lemoyle, donc l'assistante sociale qui les connaissait déjà. Et affective aussi, voilà, en essayant d'être toujours à l'écoute de leurs inquiétudes, etc. Ensuite, créer du lien social et de se sentir bien avec les autres, c'était un objectif à part entière parce que justement, le but, c'était aussi qu'ils puissent partager entre eux sur leurs problématiques, etc. Apprécier de prendre le temps, de ne pas voilà, trop charger le contenu de nos séances, d'intégrer à chaque fois des moments où on prend prise de ressenti, émotion, etc. Générer des envies et des idées. Voilà, à chaque fois, dès qu'il y avait quelque chose, ah ben moi j'avais fait ça quand j'étais plus jeune, ah bon ben est-ce que tu pourrais le refaire aujourd'hui, etc. Voilà, vraiment essayer d'amorcer des leviers pour eux, découvrir des nouveaux lieux de partage et de partager son savoir afin d'imaginer des nouvelles idées de sortie. Donc c'est vrai que nous on est parti du parti pris que c'était des habitants du territoire qui connaissaient aussi des lieux, et donc l'idée c'était aussi vraiment d'être sur le partage de connaissances du territoire. Alors, au niveau des objectifs, on a un petit peu scindé les objectifs, on va dire, opérationnels, les objectifs sociaux et les objectifs au niveau de l'environnement. Parce qu'on a vraiment essayé d'être très complémentaires dans nos différentes approches. Au niveau donc, de Gaëlle Lemoyle, l'assistante sociale, l'idée, voilà, comme je le disais, c'était de travailler le lien social, de remobiliser les personnes, de pouvoir faire en sorte qu'elles se sentent acteurs voilà, de certaines actions dans leur quotidien, de favoriser l'expression des ressentis. C'était des personnes qui avaient des difficultés à verbaliser, à oraliser, à exprimer leurs émotions. Renforcer la confiance en soi, parce que voilà, j'ai fait ça, j'ai réalisé ceci. Par exemple, on a dans les témoignages, on a une personne qui était brûlée au niveau des pieds, et puis c'était la première à se mettre pieds nus dans les alvéoles sensorielles, par exemple. Donc ça a été étonnant pour Gaëlle Lemoyle. Et puis voilà, ça lui a donné confiance en elle
dévoiler certaines parties de son corps qu'elle avait voilà, auprès duquel elle s'était coupée depuis bien longtemps. Donc, de créer du lien aussi dans le temps et entre les participants, ben oui, parce qu'il y avait une forme de convivialité qui se créait avec des moments où, voilà, où on a bu des sirops, des moments vraiment où, un peu off aussi. C'était important. Et donc, il y a pu y avoir du lien. Favoriser une cohésion de groupe. Au niveau des objectifs environnementaux, enfin, en tout cas de nous, éducatrices en environnement, le but, c'était vraiment de permettre une reconnexion à la nature pour favoriser un mieux-être. On avait envie de passer des bons moments avec ces personnes. Et puis, on n'est pas, nous, dans ma posture, moi, je me positionne de moins en moins sachante, mais vraiment voilà, en posture de facilitateur pour créer des interactions. Et je trouve que l'approche sensible, sensorielle, artistique est vraiment facilitateur de liens avec la nature et de reconnexion. Sensibiliser au patrimoine local environnemental, parce que oui, on a un territoire qui a ses spécificités. Comme je le disais, il y a des espaces naturels sensibles, donc on a aussi voulu valoriser les structures, les collectivités qui mettent en place des choses qui essayent d'être sur la préservation de l'environnement. Donc, on est allé sur des sites ou être en contact avec des personnes qui ont une démarche, on va dire, éthique avec leur ferme. Générer des activités de pleine nature, voilà, de la randonnée, être au contact de la nature, dehors. Et puis, partager des savoirs et des connaissances autour de la nature. Julie, juste, il te reste 5 minutes. Ok. Alors, au niveau des bénéfices de l'action, donc là, on a constaté une prise de plaisir dans l'activité physique, parce qu'il y avait aussi une forme on va dire, d'engouement collectif par le jeu, par le côté sensoriel. À un moment donné, on a déambulé avec une corde dans la forêt. Donc là, on devait vraiment, les yeux clos, travailler sur la mobilisation des sens, un peu de manière aussi ludique. Ensuite, le lien intime avec la nature, ça a permis un autre regard, le regard du sensible, notamment par l'exposition sensorielle. On avait toute une collection de graines, donc il y avait cette notion de beauté, un autre regard, essayer de travailler sur l'émerveillement. Il y avait la retransmission, le partage en famille. Il y a, par exemple, une personne qui a, dès le week-end, amené sa petite fille et qui a fait vivre un câlin aux arbres, qu'elle avait spontanément vécu dans la séance. Donc là, on va dire qu'il y a une transformation, qu'il y a une restitution qui se fait aussi auprès des proches. L'envie d'aller dehors, de retourner dans des lieux découverts, l'envie d'offrir des savoirs, de renouer avec ses sensations, générer des souvenirs positifs. Alors, attendez, j'essaye de… Voilà. L'intérêt de la co-animation pour travailler l'alliance thérapeutique. Chacune est restée vraiment à notre place, ce qui permettait en fait à Gaëlle à remarquer que les personnes allaient plus vers elle. Elle était là, elle était spectatrice, elle était aussi participante, mais elle n'était pas dans un espace clos, dans un bureau, à leur demander comment ils vont et à gérer les problèmes. Là, en fait, elle connaissait les personnes autrement, différemment, par leur vécu, par des souvenirs positifs. Et donc, elle a pu, par la suite et aussi pendant le projet, s'emparer de tout ça pour remobiliser, en fait, on va dire des postulats, des choses qui lui permettaient de vraiment s'emparer de ça pour que la personne ait conscience, en fait, qu'elle a des qualités à travailler, qu'elle a des connaissances, qu'elle a des savoir-faire, des savoir-être, etc. Ensuite, l'intérêt du collectif dans l'expression spontanée et décentrée de la maladie. Ben oui, on n'a pas parlé de la maladie, on n'a pas parlé que de la maladie. L'idée, ce n'était pas non plus que ça soit tabou. S'il y avait des gens qui avaient besoin d'en parler à un moment donné, on le faisait. Mais à chaque fois, on recentrait sur notre vécu, sur l'activité, sur le mindfulness, là, sur ici et maintenant, dans l'instant présent, qu'est-ce qu'on ressent, le contact avec la nature, etc. Donc là, oui, on a constaté une mise en exergue des pulsions de vie, quoi. Il y avait vraiment une envie, un élan, on a senti une énergie vitale qui revenait au fur et à mesure du projet, des personnes. Ça a été vraiment, crescendo. Et donc, des témoignages, là, on a pu constater qu'il y a eu vraiment des effets sur le projet.
Donc voilà, hein, Michel qui a refait une balade en forêt avec sa famille dès le week-end, notamment des personnes Marianne là, qui avait reçu une lettre très anxiogène et qui avait quand même voulu venir ce jour-là malgré le fait qu'elle ait consommé, parce qu'elle sentait qu'elle serait beaucoup mieux avec nous et que ça lui ferait du bien. Donc là, voilà, ça a été vraiment très étonnant. On s'est dit, elle aurait pu rester enfermée ou non. Elle avait envie, parce qu'elle se sentait bien en sécurité, d'être avec nous pour pouvoir partager cette difficulté-là. Ensuite, voilà, on a aussi Nathalie, de par, comme je le disais, sa reconnexion par les pieds aussi avec la nature. On a aussi, à un moment donné, voilà, été pieds nus dans la forêt. Donc, parce que nous, on avait vu qu'elle s'était permis de se mettre pieds nus dans les alvéoles, on a retravaillé ça en forêt. Donc, voilà. Et puis ensuite, on a eu aussi vraiment une expérience, un témoignage très poignant d'une personne voilà, d'une des personnes qui avait fait une tentative de suicide et en fait qui avait demandé un rendez-vous avec le psychiatre et qui avait fait en sorte que ça ne soit pas le jour où on avait ce projet-là. Donc ça, c'était sur la dernière séance parce qu'elle tenait vraiment à nous revoir, quoi. Donc ça a été vraiment pour nous aussi des moments très, très émouvants. Les points de vigilance, et je finirai voilà, avec ça, c'est vraiment voilà, de travailler avant tout pour nous le cadre bienveillant, sécuritaire, d'être en confiance, de partir de leur représentation, d'avoir aussi un nombre de participants qui ne soit pas trop élevé, pas trop non plus restreint, pour pouvoir aussi avoir une fluidité dans le rythme, dans l'articulation, etc. La saisonnalité adaptée, voilà, d'essayer pour l'instant, en tout cas, même si aujourd'hui, on va être sur des projets dehors par tout temps et en toute saison. Mais pour nous, cette première amorce-là était vraiment d'être sur des saisonnalités qui permettaient voilà, d'être dans le confort, donc printemps-été, comme je l'ai dit. La logistique et le transport, donc on faisait du covoiturage essentiellement. Et puis voilà, d'essayer de prévoir des petits sièges à certains moments, des petits bancs, qui soient pour pas que les personnes soient en difficulté pour s'asseoir par terre ou autre. Le secteur et la durée, donc de toujours rester dans l'agglomération du Pays d'Histoire. Et puis, dans la durée, on essayait de ne pas dépasser 3 heures d'activité parce qu'on savait qu'ensuite, il y avait des personnes qui devaient avoir peut-être, comment dire, des ressentis sur qui pouvaient ressentir le manque. Donc, voilà, on essayait de ne pas dépasser 3 heures d'activité. Nécessité d'articuler le social et l'environnement dans la co-accompagnement, voilà, de laisser la place à Gaëlle à certains moments, et puis de nous prendre le relais sur le volet environnemental. Enfin voilà, c'était assez fluide. De varier les approches et le rythme, que ce soit une approche sensorielle, une approche un peu naturaliste, des moments ludiques, etc. Et comme je le disais, voilà, le rythme crescendo de l'articulation du dedans et petit à petit vers le dehors. Au niveau donc des remerciements, voilà, c'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir quand même remercier le centre social CAF qui nous a accueillis dans la location des salles, la ferme des Prados à Féline où justement il y a des personnes qui sont retournées à la ferme et qui ont aidé aussi le fermier à créer des clôtures, à restaurer les séchoirs de plantes, etc. La maison des espaces naturels sensibles du conseil départemental, les participants et les participantes, Gaëlle Lemoyle de l'AMPA, Julie et donc Lucie aussi de Sonia-Touba. Et puis aussi, ce que je n'ai pas dit, mais mon chien était là sur la plupart des séances et donc a aussi vraiment amené quelque chose qui, voilà, le lien au vivant, un autre être vivant, une autre façon d'interagir, une autre façon de se projeter, d'éveiller ses sens en observant lui comment il fonctionnait. Donc voilà, il y avait aussi la présence de mon chien qui a aussi amené toute autre chose. Voilà, je vous remercie.